Que penser maintenant de la stratégie américaine? Je me suis entretenu un peu plus tôt avec Robert Malley, un ancien négociateur américain sur le nucléaire iranien. Il était, il faut le dire, l'un des principaux artisans de l'accord nucléaire iranien de 2015 qui a été déchiré par Donald Trump en 2018. Voici notre entretien. Bonjour Robert Malley. Bonjour. Dites-moi, avant ces frappes, il y a des négociations qui se tenaient à Genève, qui portaient notamment sur l'arrêt total de l'enrichissement de l'uranium et aussi sur les missiles balistiques. Était-ce, selon vous, de vraies négociations? Écoutez, d'abord, on est un peu dans le flou parce qu'on entend des versions très différentes de la part des Américains, des Iraniens, des Omanais qui étaient les médiateurs, ne serait-ce que ce sur quoi les entretiens ont porté, quels avaient été les résultats. Il semblerait qu'il y avait des négociations. Maintenant, au vu de ce qui s'est passé ces dernières 24-48 heures, on peut au moins se poser la question de savoir si pour le président Trump, ces négociations étaient réellement de bonne foi ou si elles servaient de couverture à la préparation des frappes militaires. Il semblerait, mais là encore je le dis avec un peu de caution parce qu'on n'a pas tous les détails, que le président Trump était prêt à donner à ses négociateurs un peu de chance, un peu de temps, mais que finalement, sauf si l'Iran revenait avec ce que son envoyé spécial à un moment appelait une capitulation, c'est-à-dire accepter quasiment toutes les conditions américaines, eh bien, si ce n'était pas le cas, il semblerait que le président Trump avait décidé d'intervenir militairement. Mais pourquoi intervenir militairement maintenant? Parce que, et corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que les États-Unis, notamment, ne faisaient pas l'objet d'une menace immédiate. Non, certainement pas, pas une menace immédiate, même pas à moyen terme, mais je pense que la réponse à la question de savoir pourquoi est-ce que les États-Unis l'ont fait, c'est parce qu'ils l'ont pu. Parce que l'Iran est à un point de faiblesse historique de toute sa stratégie de sécurité depuis la guerre de juin dernier et même avant, ses systèmes de défense antiaérien, sa coordination sécuritaire, même la pénétration, surtout israélienne, de systèmes de sécurité iraniens et l'effondrement de plusieurs de ses alliés régionaux, le Hamas, le Hezbollah. Tout ça fait qu'il y avait une opportunité que le président Trump a considérée comme historique, qu'il pouvait être le premier président qui mettait à bas ceux et qui réussissait au minimum à affaiblir de façon extrêmement significative, au maximum à renverser ce régime et à le déstabiliser. Je pense qu'il a voulu se saisir de cette opportunité qu'il a estimée était unique et historique. On sent assez peu d'opposition de la part de la communauté internationale. Est-ce que c'est parce que Washington et Tel Aviv font en quelque sorte, vous me passerez l'expression, mais le sale boulot que personne ne voulait faire pour empêcher l'Iran de se doter de la bombe atomique? Je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a également des décennies de mauvaises relations entre l'Iran et beaucoup de pays à travers le monde. Pas tous, mais une grande partie, qu'ils soient en Europe, que ce soit le Canada, que ce soit les pays régionaux avoisinant l'Iran. Donc il y a des griefs qui ont été accumulés depuis la révolution de 1979. Et puis de l'autre côté, il y a la présidence Trump, c'est-à-dire que c'est un président euh, auquel on ne veut pas vraiment se confronter. Ça, c'est connu depuis qu'il est revenu à la Maison-Blanche. On voit beaucoup de pays qui finalement se disent pourquoi batailler avec les États-Unis lorsqu'ils peuvent nous punir de façon tellement disproportionnée. Donc je pense la combinaison de ce que vous dites, c'est-à-dire que pour beaucoup de pays, ils se disent finalement on va se débarrasser de ce régime et de son programme nucléaire, mais plus que de son programme nucléaire, et puis, il y avait, comme je l'ai dit, cette antipathie vis-à-vis du régime pour des raisons qui sont largement la responsabilité du régime lui-même. Et enfin, la présidence Trump. Et je pense, comme je parle à une radio canadienne, c'est quand même remarquable que votre Premier ministre, qu'il y a peu, parlait du respect du droit international, qui parlait du fait qu'il fallait peut-être tourner le dos à l'hypocrisie, à la duplicité de cet ordre international et rétablir un ordre qui était plus fondé sur le respect du droit et sur la bonne foi. Eh bien, premier test, je ne suis pas sûr qu'il l'ait passé. C'est intéressant que vous parliez du respect de l'ordre international, Robert Malley. Si vous n'y voyez pas d'objection, je vais vous faire entendre, ainsi qu'à nos auditeurs, un extrait du gouverneur démocrate de la Virginie, je crois, Tim Kaine. Il s'exprimait hier.
Les États-Unis avaient un accord diplomatique avec l'Iran qui contrôlait leur programme nucléaire. Le président Trump a pris la décision inhabituelle de déchirer cet accord lors de son premier mandat, abandonnant ainsi la diplomatie. Et les actions de l'été dernier et d'aujourd'hui suggèrent que c'est un président qui préfère la guerre à la diplomatie, envoyant un feu vert aux dictateurs du monde entier qu'un plus fort peut envahir un plus faible à sa guise. Et Robert Malley, justement, en lien avec ce qu'on vient d'entendre, ça pose une fois de plus cette question du multilatéralisme et de sa quasi-disparition. Oui, enfin, je pense que vous avez mis le doigt dessus en parlant peut-être pas cette gêne, mais ce sentiment qui est assez largement partagé à travers le monde chez les responsables politiques qui se disent finalement on va se débarrasser de ce régime, donc on peut un peu oublier ou mettre de côté le droit, le respect des normes internationales, tout ce que le responsable américain Tim Kaine vient de dire. Mais je pense qu'on peut avoir en tête deux conceptions qui sont en tension, mais qui ne sont pas contradictoires. D'un côté, se dire, oui, c'est un régime qui a fait énormément de mal à sa population, premièrement, mais également à beaucoup de membres de la communauté internationale. Mais d'un autre côté, qu'il faut respecter le droit et que l'application de la force militaire, lorsqu'il n'y a pas de menace ni imminente, ni immédiate, ni même à moyen ou à court terme, eh bien, c'est une violation absolue du droit international, également du droit américain, mais ça, c'est une autre question. Et c'est un précédent avec lequel il va falloir vivre. On peut déjà imaginer ce que vont en penser les dirigeants russes, chinois ou autres. Lorsqu'on a comme ça des principes qu'on est prêt à tordre lorsque les circonstances s'y prêtent, ça veut dire qu'on n'a plus de principe du tout. Vous me permettrez de rebondir sur ce que vous venez d'évoquer, Robert Malley, quand vous parlez du droit interne américain, parce que ces frappes, là, je les qualifie de frappes, mais je devrais probablement parler déjà d'une guerre, parce qu'on n'est plus, de par son échelle, de par sa durée présumée et de par sa portée, dans ce qui peut être comparable même au Venezuela. Donc, c'est la raison pour laquelle je fais allusion à une guerre. Ça n'a pas été autorisé par le Congrès. Est-ce que c'est constitutionnellement valable? Est-ce que c'est légal, ce qui se passe en ce moment? C'est une question un peu délicate parce que ça fait très, très, très longtemps que les présidents, qu'ils soient démocrates ou républicains par ailleurs, se moquent éperdument de ce que dit la Constitution et ce que disent les lois. Ils prétendent toujours qu'il y a une élasticité et qu'ils peuvent interpréter la loi comme ils le veulent. Mais ça, je le dis, il y a énormément de guerres, ne serait-ce que la guerre en Libye à laquelle le président Obama avait participé. Et j'ai travaillé pour le président Obama. Bien, cette guerre-là non plus n'a pas été autorisée par le Congrès. Il est très rare que les guerres américaines le soient. Et je pense que beaucoup de membres du Congrès s'en satisfont parce qu'ils ne veulent pas non plus devoir voter soit pour une guerre qui peut mal tourner, soit contre une guerre que le président peut ensuite les accuser d'avoir fait preuve de faiblesse. Donc ils préfèrent s'en laver les mains, ne pas voter et puis critiquer le président pour avoir outrepassé ses droits. Donc là, on peut évidemment critiquer le président Trump parce qu'il n'y a, comme vous l'avez dit, aucune urgence, aucune justification pour cette guerre. Mais quant à la Constitution, quant aux lois américaines, ça fait bien longtemps que les présidents américains les ont piétinées. Vous venez de parler de la Libye et ça m'incite à vous relancer sur l'équilibre régional après les frappes, notamment iraniennes, contre des pays du Golfe. Me semble-t-il, ça pourrait changer beaucoup de choses. Oui, écoutez, il semblerait que le régime iranien se dise maintenant qu'il n'a plus rien à perdre et donc il est prêt à couper les liens avec beaucoup de ces pays avoisinants, même ceux qui y avaient participé et qui avaient essayé de l'aider, comme le Qatar, comme Oman. Maintenant, j'imagine que son calcul, c'est il faut qu'on mette le feu à la région pour que finalement la pression monte sur le président Trump pour chercher une issue à cette guerre. Mais c'est un pari très risqué. Comme vous le dites, je pense que les équilibres régionaux qui déjà ont été fondamentalement bouleversés depuis le 7 octobre, comme on l'avait dit un peu plus tôt, avec la destruction du Hamas, du Hezbollah, même avant cette récente guerre, comme je l'avais dit, l'affaiblissement sécuritaire de l'Iran, toute sa stratégie militaire et sécuritaire est aujourd'hui mise en question et est plus ou moins détruite. Et donc oui, lorsque le feu aura cessé, il faudra regarder une carte régionale qui a été profondément bouleversée. L'axe de résistance qui avait été plus ou moins créé par le régime iranien, eh bien, il n'est plus du tout ce qu'il était auparavant.
Donc, avec de grandes conséquences. En terminant, c'est peut-être un peu cynique, ce sur quoi je vais vous relancer, M. Malley, mais je revoyais récemment Wag the Dog, vous savez, des hommes d'influence, ce film qui mettait en scène un président aux prises avec un scandale sexuel et ses conseillers inventaient une guerre, en quelque sorte, pour attirer l'attention ailleurs. Ça s'est à peu près concrétisé dans la vraie vie. En 98, quand Clinton a fait des frappes au Soudan et en Afghanistan, alors qu'il était lui-même devant un grand jury pour l'affaire Monica Lewinsky. On peut penser à Margaret Thatcher aussi au Malouine en 1982. Elle avait remporté une élection qu'elle devait perdre. Est-ce que, de façon cynique, comme ça n'allait pas très bien pour le président Trump, est-ce que ça peut être une façon de changer le point focal? Écoutez, les calculs de politique intérieure sont toujours pris en compte lorsqu'il y a des décisions de ce type, surtout des décisions qui ne sont pas urgentes et nécessaires, comme c'est le cas ici. C'est-à-dire parfois, on est attaqué, on doit répondre et on fait fi Mhm. des conséquences internes. Là, pour le coup, vous avez peut-être raison. Moi, j'hésite à spéculer parce que j'imagine qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles le président Trump a voulu se saisir de cette occasion. Mais il est vrai qu'il fait face à une situation interne difficile avec des élections de midterm qui s'approchent. Est-ce qu'il se dit qu'un gros succès en Iran peut l'aider? C'est possible, mais je n'irai pas trop loin dans cette direction parce que, comme je l'ai dit auparavant, je pense que le président Trump se voit un peu comme personnage historique qui sera capable, et il n'est pas impossible, qu'à la fin de son mandat, trois régimes qui sont connus pour avoir été viscéralement anti-américains, entre guillemets, celui du Venezuela avec le président Maduro, celui de l'Iran et demain peut-être celui de Cuba, eh bien peut-être qu'à la fin de son mandat, il pourra dire ces trois régimes sont passés du camp anti-américain au tout du moins le camp de ceux avec lesquels les États-Unis ont une relation normale. Ce serait un bilan qui pour lui serait considéré historique, je l'ai dit auparavant, avec des conséquences que j'estime être graves du point de vue des normes, des principes et des précédents que cela crée. Mais il est vrai que du point de vue de l'histoire, il pourra se dire j'ai accompli ce qu'aucun de mes prédécesseurs n'aura rêvé d'accomplir. Robert Malley, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes ancien négociateur américain sur le nucléaire iranien. Merci beaucoup d'avoir partagé vos lumières avec nous ce matin et je vous souhaite un bon dimanche. Merci à vous.